Bonsoir, le journal de la rédaction, toujours en direct à 18 h. Nous allons faire le tour de l'actualité locale. Voici, sans plus attendre, quelques-uns des titres que nous allons développer au cours de la prochaine demi-heure. Le maire sortant, UMP de Voisins-le-Bretonneux, débute sa campagne pour les municipales. Alexis Biette affrontera notamment son ancienne adjointe. Comment aborde-t-il cette situation aux airs de déjà-vu? Un gantier versaillais a recréé le gant que portait Marie-Antoinette. 36 paires seulement ont été fabriquées, des gants parfumés. Les élèves du lycée Marie Curie à Versailles préparent avec leur enseignant d'EPS un trail nocturne dans Versailles. Ils seront en plateau ce soir pour nous présenter la deuxième édition le 7 décembre du Vertrail. L'image du jour, donc pour débuter, l'ouverture ce mercredi de One Nation Paris. C'est au Clé-sous-Bois. Après un an de travaux, le centre commercial dédié au luxe à prix discount a accueilli ses premiers clients dès 10 h. L'architecte Grégoire Genot était présent pour savourer ce lancement. Toutes les enseignes ne sont pas encore prêtes. Les derniers ouvriers sont en train de finaliser l'ensemble. Une petite période de rodage est donc à prévoir, mais qu'en pensent d'ores et déjà les premiers clients? Voici quelques-unes de leurs réponses au micro de Jonathan Villeman ce matin. C'est très joli, c'est à côté de moi, c'est très joli. Voilà. C'est formidable, on est enchantés. On vient d'arriver, c'est magnifique. C'est très joli, magnifique, oui. J'espère que ça va fonctionner. Oui. Et le nombre de magasins et puis comment dirais-je, les marques, etc. C'est très intéressant. Première impression, ça a l'air très joli, mais alors, deuxième impression, il fait très froid. Alors bon, je vois bien, mais... Et quand il va pleuvoir des cordes, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer. Je pense que le fait d'avoir tout ça là, à côté de la maison, c'est super. Je l'ai vu sortir de terre en fait, et là je vois qu'ils ont fait ça à l'arrache à la fin, quoi. Mais c'est sympa, je pense que ça va ramener... c'est nouveau en tous les cas, et tout ce qui est nouveau, ça attire tout le temps les gens. Voilà pour vos réactions ce matin dans ce nouveau centre commercial à ciel ouvert. Le Conseil représentatif des associations noires de France et le groupe de réflexion République et Diversité vient de dévoiler un baromètre mesurant la contribution des 50 villes de France à la lutte contre le racisme. Politique interne, politique publique également ont été analysées. Versailles figure à la 48e place sur 50. La ville ne lutterait pas assez contre le racisme, c'est la conclusion de cette enquête. Pas de réaction officielle pour l'instant du côté de la municipalité. Politique toujours, un jour sans fin, ce pourrait être le slogan de campagne d'Alexis Biette à Voisins-le-Bretonneux. Le maire sortant UMP se présente une nouvelle fois aux élections municipales et une nouvelle fois, il doit faire face à la candidature d'un ancien adjoint. Alexis Biette vient de lancer sa campagne lors d'une réunion publique en présence de Valérie Pécresse le week-end dernier. Qu'est-ce qui me motive? C'est d'abord l'équipe que j'ai autour de moi, qui a souhaité continuer et que je sois encore leur leader. Le maire sortant, Alexis Biette, entouré de son équipe pour lancer sa nouvelle campagne électorale à Voisins-le-Bretonneux, mais qui doit malgré tout compter avec la défection de son ancienne première adjointe. Alexandra Rosetti n'a pas souhaité poursuivre avec celui qui brigue aujourd'hui un 4e mandat. Elle critique bilan et méthode et se présentera face à lui en mars avec peut-être le soutien de l'UDI. Je suis tout à fait déçu de son attitude. Je pense que... Elle le portera en elle jusqu'à la fin de ses jours. Et je pense que les Vicinois ne se laisseront pas duper par une volte-face comme ça de dernière minute. Une situation aux airs de déjà-vu. En 2001, il s'était fait souffler l'écharpe tricolore par le numéro 3 de sa liste avant l'annulation du scrutin. Et en 2008, un autre adjoint avait fait campagne contre lui. L'histoire se répète, mais n'inquiète pas la chef de file de l'UMP dans le département, Valérie Pécresse, venue apporter son soutien officiellement lors de ce meeting. Malgré tout, elle durcit le ton face aux centristes. Moi, je suis en train de négocier avec l'UDI un accord départemental de soutien mutuel au maire sortant UMP et au maire sortant de l'UDI. Si cet accord est signé, il est bien évident que l'investiture de l'UDI devra aller à Alexis Biette, je le souhaite, je l'ai demandé aux autorités de l'UDI. Je ne crois pas que l'UDI ait intérêt à cautionner des listes dissidentes face à des maires qui ont l'investiture et qui repartent. Parmi les projets exposés par le candidat Biette lors de cette réunion, répondre aux besoins des plus jeunes et des plus âgés en matière de logement ou encore donner à la ville une salle de spectacle d'envergure. Il précise tout de même que le prochain mandat devra être économe.
Et puis la droite réagit à la publication du nouveau découpage des cantons. Nous en parlions la semaine dernière de ces modifications à attendre dans l'optique de ces prochaines élections locales en 2015. Moins de cantons, 21 contre 39, et donc des regroupements de communes qui sont largement commentés. Au Conseil général, lors de la dernière séance, le groupe majoritaire de droite, l'EPI Ensemble pour les Yvelines, a évoqué un découpage grossier qui permet de ne jamais associer des conseillers généraux socialistes entre eux. Les bastions électoraux voisins favorables aux socialistes ont été systématiquement ajoutés au canton de leurs élus, dénonce-t-il. Il demande que la nouvelle délimitation s'appuie plutôt sur les intercommunalités existantes. Rappelons que le découpage concerne l'ensemble des départements français. L'objectif pour le gouvernement est de rendre les cantons plus cohérents en termes démographiques. Pour la 4e année, l'APF met en place des ateliers artistiques avec une nouveauté cette année, l'atelier cartonnage, l'occasion pour les participants de garder un lien social, de sortir de chez eux tout en développant leur esprit créatif, comme l'ont constaté sur place Yolène Thorez et Élodie Moine. On met le feu, hein. Mais on travaille aussi, hein. Faut pas croire. On travaille, mais non, on travaille avec la bouche et la main en même temps. Chaque mardi, à l'association des paralysés de France, rire et bavardage rythment l'atelier cartonnage. Laure et Varda se connaissent depuis 30 ans. Elles sont les bouts en train du groupe. À l'heure où l'on parle de projet de loi et de rencontres sur le thème de l'autonomie, Varda nous livre son expérience. Il y a plein de choses encore qui ne sont pas adaptées. Vous arrivez à un distributeur, vous savez, s'il y a un rayon de soleil, vous êtes comme ça parce que vous n'arrivez pas à taper votre code. Donc, donc à chaque fois, vous êtes obligé quand même de dépendre de quelqu'un. Si vous voulez retirer de l'argent, il faut demander à quelqu'un d'autre. Mais les distributeurs automatiques, ils ne sont pas adaptés. On ne peut pas tout adapter à l'handicap, mais au moins faire un minimum. Varda a eu la poliomyélite à l'âge de 2 ans. Elle se déplace aujourd'hui en béquille ou en fauteuil et conduit une voiture adaptée. Françoise, elle aussi, est paralysée suite à ce virus depuis l'âge de 14 ans. Lorsqu'elle a arrêté son métier de technicienne de laboratoire, elle a senti le besoin d'occuper ses journées et d'adhérer à l'association. Quand on est en train de faire des choses, on n'est pas en train de penser et de ressasser quoi que ce soit. Donc, puis ça permet de montrer qu'on est capable de faire des choses comme tout le monde. L'association des paralysés de France compte 380 membres dans les Yvelines. 10 ateliers sont proposés aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux valides. Cet atelier de cartonnage est mis en place depuis 2 mois. Pour Christine, la responsable, c'est un véritable plaisir. Ce sont des gens qui se plaignent jamais et pourtant ils auraient de quoi. Et puis c'est sympathique. Enfin, je veux dire, il y a une entraide, il y a une convivialité qu'on ne trouve pas partout. De quoi changer certains regards parfois négatifs sur le handicap. Les handicapés sont gays, ils savent s'habiller, ils savent rire, ils savent sortir, ils savent s'amuser, ils ont des amis, ils ont une vie tout à fait normale. Ça tourne toujours à boucle. C'est pas pareil. Merci maîtresse, merci. Voilà. On passe à présent à la culture. Contes, conteurs et comptines se sont donné rendez-vous pendant 3 jours au théâtre de la Grange à Bois d'Arcy. Des spectacles où l'art de la parole se mêle aux arts de la musique et du théâtre. Les contes du kimono présentés dimanche, par exemple, ont transporté l'imaginaire des enfants aux portes du monde mystérieux de la lointaine Asie. Aurélia Debussy. Accompagnée de son koto, une cithare japonaise, Etsuko Shida souligne délicatement la rencontre de la musique et du théâtre. À travers 3 contes traditionnels venus de la Chine et du Japon, les contes du kimono évoquent le monde magique et poétique de l'Asie. C'est un conte où on a essayé de tisser avec Etsuko la musique à l'intérieur du texte aussi. C'est pas juste musique, conte, musique, c'est quelque chose qui est très présent. Il y a la musique pour la mer. Un peu le rêve, une belle fille, et la musique pour la mort, mort. Ça permet aussi d'initier le public à cette musique, en justement en l'instillant comme ça, par petites doses, quand c'est approprié au conte, quand ça soutient la dynamique du conte. Et je trouve que c'est très beau. Une invitation à la méditation, au voyage, où l'on peut même apprendre quelques notions de japonais. Les enfants, ça les amuse beaucoup d'entendre qu'un mot, un objet, ça s'appelle comme ça en japonais. Ils mémorisent souvent, ils ont mémorisé quelques mots en japonais. Je trouve que ça permet l'ouverture. C'est amusant.
Hodgson était un vieil homme bon, loyal, travailleur. Mais il était aussi fatigué, très fatigué par toutes ces années. J'ai découvert l'instrument, j'ai découvert des histoires. Les décors, comment elle racontait, et oui, la musique. La pureté des sentiments, l'émotion, la beauté des gestes. Voilà, c'est ce que j'ai aimé le plus. Et lui dit, vieux sage et bon devin, merci. Reviens ici quand tu voudras, tu y seras toujours accueilli comme un roi. Avant que le parfum ne soit posé sur la peau, il imprégnait les gants à la cour royale. Un gantier a recréé le gant que portait Marie-Antoinette. 36 paires seulement ont été fabriquées et ils ont bien sûr été présentés à Versailles. Approchez-vous et respirez. Vous ne sentez rien, c'est normal, les odeurs ne passent pas à la télévision. Dans ce gant en agneau, pourtant, se cachent des capsules de talc qui contiennent du parfum. Pas n'importe quel parfum, celui que portait Marie-Antoinette. Il y avait différents parfumeurs qui existaient, dont certains qui étaient accrédités que pour la reine Marie-Antoinette. Elle utilisait beaucoup de fleurs douces, mais elle aimait quand même un petit peu d'acidité dans la fleur. Et alors elle travaillait beaucoup sur la rose. Ce gant, on le doit donc à Olivier Fabre, gantier depuis 4 générations à Millau et installé depuis peu à Versailles. On a cherché un modèle de gant que portait Marie-Antoinette, en l'occurrence celui-ci. Donc ce modèle de gant, en fait, avait été vendu aux enchères en 2005. Et puis on a fait aussi un modèle prestige, le modèle Trianon, qui est un modèle plus long, et sur lequel on a fait un motif d'un petit panier avec beaucoup de roses. On s'est en fait inspiré d'une robe que portait la reine. Et donc on a fait ce gant. Ce gant est entièrement fait à la main, c'est-à-dire qu'il faut à peu près 4 à 5 jours pour fabriquer une paire, en broderie uniquement. Un vrai retour aux sources quand on sait que le parfum était d'abord utilisé dans les gants. Catherine de Médicis, la première, lui a donné ses lettres de noblesse. Sous Louis XIV, il y a eu l'ordonnance des maîtres gantiers parfumeurs. Et donc cette ordonnance, en fait, permettait à certaines personnes d'avoir pignon sur rue, avec des boutiques, et tous les parfums à l'intérieur qui étaient uniquement sur les gants. Et quelques poudres et quelques huiles. Et c'est que sous Louis XV qu'on est arrivé sur le parfum pour la peau. 36 paires de gants ont été réalisées pour cette occasion. Les gants parfumés de Marie-Antoinette ont déjà presque tous trouvé la main qui les portera. L'an dernier, ils étaient près de 200 à participer à la première édition du Vertrail, un trail de nuit à Versailles, piloté par des enseignants du lycée Marie Curie de la ville et également par des élèves. Nouvelle édition à suivre ce samedi 7 décembre. Sur ce plateau, Fabien Combalusier, bonsoir. Professeur de PS dans cet établissement. Bonsoir également à Nolwenn Levelli. Bonsoir. Et Corentin Quinet, vous êtes 2 élèves de cet établissement et vous participez à la mise en place de ce Vertrail. On va revenir sur la naissance du projet forcément et puis surtout sur le fait d'avoir réussi à le pérenniser parce que c'est la 2e édition. C'était l'objectif dès le départ? Exactement. Donc c'est un objectif de pérennisation, mais avec une génération nouvelle. On garde des élèves de seconde qui découvrent ce projet. On s'est dit que pour eux, ça allait être un peu plus facile parce qu'ils allaient reprendre la suite de leurs camarades de l'année dernière. Mais finalement, tout est reparti à zéro. On avait rasé le site web. On a quand même gardé une bonne partie du parcours qu'on a légèrement modifié. Parce que c'est une compétition sportive, on va juste le rappeler, ce Vertrail, et le but c'est que les élèves s'impliquent dans l'élaboration aussi bien du parcours que dans la communication également. C'est ça, l'objectif c'est de le faire vraiment s'impliquer de A à Z. Exactement. Avec mon collègue Xavier Garcin, qui n'a pas pu être présent ce soir, nous avons décidé de les manager uniquement, mais ce sont eux qui font toutes les démarches. Mairie, Conseil général, Office national des forêts, validation des parcours, création du parcours, trouver le matériel, les sponsors, la rubalise. Ils vont peut-être vous en parler, c'est très technique, de la rubalise qui se voit la nuit. Voilà, des tas de démarches où, quand ils ont un souci, on revient vers eux. S'ils n'avancent pas assez, on secoue un peu les élèves. C'est une vraie éducation citoyenne autour des métiers du sport. Et on voit les images de l'édition de l'an dernier. L'objectif, c'est de les rendre plus autonomes, c'est bien ça? Exactement. Et puis surtout, plutôt que de faire un cours traditionnel, sur les heures d'enseignement d'exploration d'EPS, on alterne un peu de pratique physique, mais surtout une découverte concrète de
tout corps de métier qu'on pourrait toucher, parce qu'on fait des démarches auprès des gens impliqués, finalement, autour de l'événementiel sportif. Alors, on va leur poser la question. Est-ce que vous êtes plus autonome aujourd'hui? Ça a été difficile, cette découverte, cet apprentissage pour tout mener de A à Z? On va commencer avec Corentin. Toi, ton rôle, c'était le parcours. Hein. C'était le parcours et les sponsors. Donc oui, ça a été difficile, mais c'était une expérience assez sympa. On est tous très impliqués et je pense que cette année, ça va bien se passer. Tu avais entendu parler de l'opération déjà l'an dernier? Oui. Ouais, et alors tu as eu envie de t'impliquer? J'avais envie de m'impliquer. Ouais. J'étais content, mais on a quand même fait pas mal de choses. Je pensais que ça allait être plus facile que ça. Qu'est-ce qui était le plus dur? C'est le parcours et aussi trouver les sponsors, parce que quand ils ne nous répondent pas, il faut relancer tout le temps. Et ça a été compliqué. C'est pas forcément la meilleure période en plus pour aller chercher des sponsors et demander des sous aux entreprises. C'était pas forcément la tâche la plus évidente. Toi, Nolwenn, ton rôle, c'était autour de la communication. Oui, voilà, c'est ça. Alors, ça consistait en quoi depuis? Et puis, ça a commencé quand aussi? Dès le début de l'année, dès la rentrée? Il a fallu que je me mette en contact avec le journaliste de Versailles. Donc, j'ai eu le droit à une interview pour qu'il fasse un article sur le projet. Et en fait, il fallait surtout que les gens soient informés. Donc c'était un moyen d'informer un peu le plus de coureurs possible et de rendre le projet le plus intéressant possible pour le plus grand nombre de participants. Et ça prend beaucoup de temps en dehors des heures de cours? Est-ce qu'il faut s'y impliquer aussi régulièrement? Oui, on a eu l'occasion d'y aller quand même plusieurs fois en forêt sur le parcours. On y a quand même passé un sacré bout de temps. Je pourrais pas vous dire exactement, mais c'est vrai que on a des fois été obligé de louper certains cours pour y mettre encore plus de cœur. C'est sûr. Mais oui, c'est vraiment, on est quand même une trentaine d'élèves à participer à ce projet, donc c'est quand même un certain nombre et on s'implique comme on peut, donc on se libère et puis tout le monde y met du cœur, donc ça marche bien. Vos collègues sont satisfaits de voir que les élèves ne viennent pas pour pouvoir participer à votre projet? Ça se passe bien dans l'établissement? Dans le projet, effectivement, il faut annoncer les choses assez tôt. Il faut parfois aussi penser à informer les familles dans les bons délais. C'est par moment de manière exceptionnelle, mais par exemple, ce vendredi, veille de la course, ils arrêtent les cours à 14h. De 14h à la nuit tombante, on fait du balisage. Samedi, ils viendront dès 9h du matin jusqu'à 21h. Ils vont être pareil sur la fin de l'organisation. Ils ont créé un vrai organigramme avec leur propre mission. Retrait des dossards, ravitaillement, consignes, site web. Ils ont tous un peu leur mission, donc ils avaient une commande chaque semaine. Vous êtes satisfait du résultat, de ce qu'ils ont produit comme travail? On est très heureux. On est relativement fiers d'eux avec mon collègue, mais on sait que le plus dur reste à venir. Maintenant, il faut que ce soit samedi soir, après la ligne d'arrivée franchie, que les coureurs soient heureux, que les couleurs ne se perdent pas et qu'il y ait une vraie ambiance chaleureuse. Alors combien d'inscrits? À peu près 200 l'an dernier. Là, cette année, vous êtes à combien? Ça va se dérouler comment? On est au même objectif, on est déjà à 200 inscrits. Donc on a encore jusqu'à demain soir pour peut-être finaliser et augmenter le nombre de coureurs, mais on est déjà assez fiers du nombre de participants. Et le site web qui va s'afficher, vous pouvez bien évidemment aller vous renseigner pour pourquoi pas vous inscrire justement à cette opération. Le parcours, c'est un parcours sportif, c'est un trail. On peut peut-être rappeler, puisque tu t'es occupé du parcours, ce qu'est un trail, et puis les particularités, parce que c'est semi-nocturne. Il va falloir courir avec une lampe torche. Oui, tout à fait. Alors le départ est à la nuit tombante à 17h30 et le parcours se fait entièrement dans la forêt de Porchefontaine. Donc avec un dénivelé positif d'à peu près 400 mètres. Donc il y a de belles montées. Sportif toi-même? Sportif. Tu as fait le parcours? Oui, j'ai fait le parcours. C'est difficile? C'est difficile. C'est très long. Nous, on était de jour, là, ils vont courir la nuit, donc c'est encore plus compliqué, je pense, pour eux. Mais après, c'est tous ceux qui veulent courir, je pense qu'ils sont fiers de courir dans la nuit. C'est quelque chose d'unique, donc c'est une bonne chose à faire. Pour préciser un petit peu le parcours de Corentin, vient d'assez loin dans notre lycée. C'est un élève qui a une autorisation de dérogation de carte scolaire parce qu'il est dans notre section sportive de triathlon. Donc lui, il a travaillé sur le parcours en courant, mais aussi en VTT lors des entraînements de la section sportive. Et il aura un vrai rôle vendredi et samedi, c'est qu'il va gérer, comme un professeur avec une partie de ses camarades, le balisage d'une partie de 4,5 km de la forêt. Comme un autre camarade de la section sportive et comme mon collègue et moi-même. Alors pour ceux qui ont fait juste le parcours l'an dernier, est-ce qu'il y a des nouveautés sur le parcours? Pour ceux qui hésitent peut-être à s'inscrire, s'ils recherchent la nouveauté, il y a des changements? La grande nouveauté, c'est un aspect très convivial, c'est qu'au bout de 4,5 km, on va retraverser la halle d'athlétisme, qui est la zone couverte de l'épreuve, où le public nous attend chaleureusement, et quelques modifications de single dans la forêt. Voilà, je pense que c'est un parcours très attrayant.
La grosse nouveauté aussi cette année, c'est qu'on va avoir 2 équipages complètement spécifiques de jeunes enfants handicapés. Je pense que Corentin peut vous en dire un petit peu plus à ce sujet. Je t'en prie, Corentin. Alors, c'est une association qui s'appelle les Dunes de l'Espoir qui nous prête 2 girouettes avec 2 enfants handicapés qui vont faire entièrement la course pour être autonomes. Donc, c'était un projet... ça a été mené tout ça en plus de toute l'organisation. Ça a été mené en plus de toute l'organisation. Ouais. Et donc, ce sera à découvrir. Le coup d'envoi de la course est 17h. Hein. 17h30 exactement. Ouais, 17h30. Si vous souhaitez encore vous inscrire, c'est possible. Qu'est-ce qu'on gagne? Il faut vendre la course. Hein. C'est toi qui dois vendre la course. C'est toi qui auras le mot de la fin, Nolwenn. Qu'est-ce qu'on gagne? Une fierté de soi-même déjà, je pense. Bonne La réponse. fierté d'avoir fini la course. Même malgré le classement, après on est encore plus fiers selon le classement, mais juste d'avoir participé, c'est le principal et c'est une bonne course à faire, donc venez le plus nombreux. Et Nolwenn qui a tout compris, elle regarde la caméra pour vendre la course, c'est parfait. Merci beaucoup à vous deux. Merci également à votre enseignant d'être venu sur ce plateau et puis on reviendra sur cette compétition dans nos prochaines éditions. Merci à tous les 3. Au revoir. On reste dans le domaine du sport avec plaisir qui a accueilli ce week-end une manche régionale de cerf-volant acrobatique. La discipline compte quelques 300 licenciés en France, dont le jeune champion d'Europe Julien Layani, licencié aux ailes de plaisir, donc un club yvelinois. Nous avons levé les yeux pour suivre sa chorégraphie. Anthony Reich. Julien Layani découvre le cerf-volant lors d'une rencontre internationale à Berck. Au bout de quelques heures de pratique sur la plage, il ne veut plus quitter le ciel des yeux. Autodidacte des acrobaties dans les airs, Julien a vite compris qu'il fallait savoir faire preuve de patience pour maîtriser ce vol tout en douceur. C'est un sport qui demande beaucoup de temps parce que si on veut apprendre une nouvelle figure, si on veut se perfectionner, ça se fait pas en un clin d'œil. Je veux dire, il n'y a pas réellement de méthode miracle. Donc on est obligé de travailler un petit peu tout seul ou d'aller demander puisqu'il n'y a pas vraiment de cours en fait. Donc il faut un peu s'initier tout seul. De mémoire de cerf-voliste, à 18 ans, Julien est le plus jeune champion d'Europe de l'histoire de la discipline. Les ailes de son cerf-volant entre les mains, le plaisir-roi maîtrise à la perfection ce ballet plein d'émotions. Le temps d'un instant, son aigle de toile épouse les notes de musique avec une légèreté déconcertante. Une chorégraphie ponctuée de renversements au milieu des nuages, mais qui est dépendante de la météo. C'est vrai qu'avoir du soleil, avoir un vent régulier, c'est quand même appréciable. Après, on peut quand même pratiquer le cerf-volant dans des conditions très difficiles. Donc même s'il pleut, si le vent est très fort ou s'il est très faible, alors il y a des limites en compétition. En compétition, c'est 4 km/h en minimum, 45 en maximum. Julien se classe finalement 3e de la manche régionale de plaisir. La discipline compte quelques 300 licenciés en France, dont une cinquantaine s'adonnent à la compétition. Et on part pour la Floride à présent avec ces images que vous allez découvrir. Floride où se trouve Romain Détré, yvelinois qui participe à Cap Canaveral à des épreuves qui lui ouvriront peut-être les portes de l'espace. Il est l'un des lauréats d'un concours international, une grande marque de déodorant. Il a déjà gagné le droit avec une vingtaine d'autres à travers le monde de suivre ce stage sur cette base d'entraînement. Et vendredi, on saura lesquels d'entre eux pourront se rendre dans l'espace puisque c'est un concours. Il y a encore des sélections. Ce sera en tout cas une première pour des civils français. Nous avons eu Romain en ligne. Le planning est très serré pour tous ces candidats. Là, ce sont les Français que vous avez vus à l'image. Il y a d'ailleurs un autre Yvelinois parmi eux. Un planning très serré, mais tout se passe bien et nous essaierons d'établir la liaison avec Romain demain en direct. Rendez-vous dès 18h pour une nouvelle édition du journal. Toutes nos précédentes éditions sont à consulter en replay sur notre site internet. Vos commentaires sur les réseaux sociaux. Excellente soirée.